Donc je suis doctorant, j'ai entamé une recherche-action depuis 2018. C'est une recherche qui est encadrée par, qui est financée par l'ADEME, la chaire Paysage Énergie, ainsi que la Caisse des dépôts. Et elle s'intitule du coup « Accélérer les transitions par le prisme du paysage et de l'énergie ». Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, très rapidement une partie de cette recherche, un peu le cadre, et enfin, après, de façon un peu plus détaillée, les réflexions que nous menons avec une équipe pluridisciplinaire sur le domaine du Rayol, le Jardin des Méditerranées, et cette démarche de jardin énergie. Donc, du coup, voilà, donc, si vous voulez, c'est une recherche en fait, qui a permis de mettre en place une récente collaboration entre paysagistes, concepteurs et ingénieurs. Et donc, cette thèse, elle est co-encadrée par le laboratoire de recherche en projet de paysage, par notamment donc Patrick Moquet, qui est le directeur, et avec donc, cette volonté de aussi croiser le regard avec les ingénieurs, avec le centre UIE de Mines ParisTech et Philippe Blanc, qui est professeur du coup, de ce laboratoire. Et la question globale, elle vise à voir comment on peut articuler les pratiques des paysagistes et des ingénieurs dans l'amorce d'un projet de territoire fondé sur le développement des énergies renouvelables et la mutualisation de ces ressources locales. Un peu l'objet de cette thèse, elle vise vraiment à proposer une forme d'écologie des transitions à travers deux prismes, donc le paysage et l'énergie. Et elle vise vraiment à intégrer et à répondre et à aider les parties prenantes des territoires de façon à essayer de voir comment on peut faciliter et accélérer ces transitions. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment par l'entrée du paysage, on articule à la fois les réalités objectives du site et des terrains, une expérience vécue plutôt sensible et des représentations esthétiques, socioculturelles. Et ces trois entrées sont articulées par la dimension du projet. Et pour l'énergie, on retrouve un petit peu la même configuration, avec aussi des réalités physiques, des lois de conservation, différentes formes d'énergie, les transferts de puissance, mais aussi l'expérience vécue des énergies, qu'elles soient aussi matérielles, corporelles, émotionnelles, mais aussi, là on l'a vu aujourd'hui, l'idée de représentation. L'énergie, elle est aussi représentée à travers ces transitions énergétiques, les technologies qu'elle mobilise, l'organisation spatiale avec les kilowattheures par mètre carré, et c'est aussi des unités de mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les projets énergétiques, on articule aussi l'ensemble de ces dimensions-là. Et dans le cadre de mes recherches par le projet, une recherche-action par conception, l'idée, c'est de voir comment on articule des stratégies, on essaie de développer aussi des actions sur les terrains, et on essaie de travailler sur les représentations et du coup les différentes actions sur les terrains pour pouvoir entamer un changement de regard. Ensuite, donc l'ambition, c'est vraiment de mettre en relation différentes expériences de terrain dans un contexte méditerranéen et de contribuer à faciliter une sorte de mise en paysage de ces énergies dans l'ensemble de leurs dimensions, et donc à travers trois territoires d'études, donc plutôt une échelle, un rayon de 15 km autour d'un poste source qui est un poste de transformation d'énergie avec une logique centralisée de développement des énergies renouvelables. Donc là, dans le PNR des Préalpes d'Azur, avec moyen au pays de la Côte d'Azur. Une autre échelle, à l'échelle de deux sites industriels, enfin d'un site industriel et d'un site patrimonial, une mise en regard de ces deux logiques-là, avec la centrale thermique d'Aramon dont on a parlé ce matin et le grand site du Pont du Gard. Et enfin, donc, le domaine du Rayol que je vais détailler maintenant, donc, qui est situé dans le Var. Et donc, ces démarches sont inscrites aussi dans des contrats de transition écologique, donc on essaie d'expérimenter un petit peu les logiques de ce dispositif. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu le contexte un peu du domaine du Rayol, ce qu'il est aujourd'hui, le Jardin des Méditerranées. Donc, ce jardin, c'est un site qui est classé dans la corniche des Morts et qui articule à la fois un site terrestre, un site maritime, et c'est un jardin qui accueille plus de 80 000 visiteurs par an. C'est une équipe vraiment à l'œuvre depuis 1989, donc propriété du Conservatoire du Littoral, et depuis 1989, avec une association du domaine du Rayol qui s'appelle Adora, et qui assure la gestion du site, dont l'entretien du jardin, la politique d'accueil du public, ainsi que la mise en œuvre des aménagements. Mais c'est aussi et surtout une des principales œuvres du paysagiste Gilles Clément, et c'est un des seuls jardins qui permet d'articuler ces trois concepts. Donc le jardin en mouvement, l'idée de faire le plus possible avec et le moins contre, la non-dépense des énergies contraires, l'idée du tiers paysage qui aujourd'hui
essaye de concentrer un peu ce réservoir, l'idée de la libre évolution qui est développée aussi par Baptiste Morisot, on se rapproche un petit peu, et aussi surtout cette idée de jardin planétaire qui a été expérimentée sur le domaine, qui est née vraiment du constat de cette finitude de la planète, de l'idée de la biosphère et de voir comment on arrive à composer et à jardiner dans cet espace fini et contraint et qui définit finalement le jardin. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant dans ce jardin, c'est que la pensée de Gilles Clément a été expérimentée depuis plus de 30 ans et que Gilles anime des comités techniques réguliers et permet d'orienter en fait l'ensemble des aménagements et l'évolution du jardin ainsi que de ces concepts. Donc, dans ce cadre-là, vraiment, c'est un site qui est un site d'expérimentation, vraiment un lieu d'expérimentation dans les pratiques de jardinage, de gestion écologique, et aussi donc dans les domaines du jardin et du paysage méditerranéen. Donc, c'est vraiment un site d'expérimentation. Et dans le cadre d'une requalification d'un de ces bâtiments, le Rayollet, Gilles Clément a souhaité installer des panneaux solaires. Et là, il y a eu une levée de bouclier très importante, notamment de l'ABF, hein, voilà, une levée de bouclier, et donc l'impossibilité de développer et d'installer ne serait-ce qu'un panneau photovoltaïque sur les toits du bâtiment. Et donc, quand j'étais étudiant encore à l'école de Versailles sur le site de Marseille, on m'a mobilisé, j'ai commencé un peu à travailler avec l'école des mines, sur une forme d'étude d'installation énergétique aux abords du bâtiment du Rayollet. Donc là, on a développé trois postures, on va dire, 3-4 postures. Une posture de voir comment on pouvait quand même utiliser le bâtiment avec les terrasses, une posture de faire évoluer, par exemple, un espace de jardin qui était finalement très peu utilisé, qui était vraiment en décor, pour essayer de proposer une forme de salle de cours extérieure qui produisait aussi de l'énergie, de voir comment on pouvait s'installer dans une des courbes de niveau, au niveau du vallon qui était à proximité, pour installer avec des structures bambou légères, avec une économie de moyens, des panneaux solaires. Et enfin, l'idée plutôt de proposer une sorte de fabrique de jardin énergétique qui permettrait de produire de l'énergie, qui permettrait aussi de sensibiliser les visiteurs, de donner à voir cette énergie. Donc voilà, des postures très différentes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que suite à cette étude, qui était très sommaire, ça a été de voir comment on pouvait élargir l'ensemble de cette démarche en fait, d'autosuffisance à l'ensemble du domaine. Et donc, ça a été souhaité par le conseil d'administration du jardin. Et donc, après, il a fallu voir comment on pouvait négocier avec un certain nombre de préoccupations, donc des milieux écologiques entre terre et mer et des jardins de paysage conçus par Gilles Clément, qui sont jardinés depuis plus de 30 ans, donc une très grande connaissance du site, la réglementation très contraignante du site du domaine du Rayol, avec sites classés, des monuments historiques, Natura 2000, un espace boisé classé. Et donc, du coup, on a petit à petit mobilisé une équipe un peu pluridisciplinaire pour essayer de mettre en paysage, finalement, le partage des énergies sur le domaine du Rayol. Et c'est vraiment cette démarche de jardin énergie, comment on peut qualifier le jardin de la Méditerranée de jardin énergie. Et donc, on s'est d'abord attelé à essayer de mesurer un peu l'héritage du site. C'est un site qui a été accueilli et façonné par les hommes avec deux logiques de jardin. D'abord, une ferme ornementale, une ferme ornée avec la famille des Courmes, avec différentes fabriques de jardin, des pergolas, une ferme, des puits, différents sentiers, mais aussi la famille Pothèse, qui sont une famille d'industriels, avec une vision un peu plus moderniste. Donc ça, c'est un héritage aussi qu'il va falloir jardiner. Ensuite, la pensée du vivant, vraiment, c'est un jardin c'est vraiment l'œuvre de Gilles Clément avec toute sa pensée, l'idée de ce biome jardin planétaire en mouvement, et qui a permis de vraiment valoriser cette pensée-là sur l'aménagement et les pratiques de jardinage de ce jardin. Donc, c'est vraiment un lieu d'expérimentation et cette articulation-là. Ensuite, on a essayé de voir comment on pouvait traiter, au regard de cet héritage énorme, la dimension énergétique, de voir comment ce jardin, comment il pouvait accueillir finalement les énergies maîtrisées, comment on pouvait les capter, les maîtriser, de façon à satisfaire un peu le besoin des hommes. Et donc, on a d'abord commencé à proposer un état des lieux et un bilan des objets qui consomment de l'énergie pour essayer de voir comment on pouvait d'abord réduire la consommation d'électricité, diminuer les mobilités carbonées et de voir comment on pouvait diminuer aussi l'importation notamment de gaz pour les cuisines.
Ensuite, de voir comment on pouvait identifier le potentiel en énergie renouvelable du site. Donc, vraiment une réflexion multi-énergie. Comment on utilise le soleil, comment on utilise la biomasse, comment on utilise le vent, les vagues aussi. On a réfléchi, même si c'est en Méditerranée, on a très vite vu que ce n'était pas possible. Mais c'était vraiment une réflexion tout azimut. On essayait de négliger aucune piste. Et ensuite, la gestion de l'eau, donc voir comment on pouvait utiliser l'eau douce, peut-être avec une énergie hydraulique, puis comment on utilise la gravité, avec l'idée très rapidement de voir comment on pouvait proposer un stockage d'eau qui permettait aussi de le coupler avec une sorte de station de transfert d'énergie par pompage. Et enfin, la géothermie qui, avec comment on utilise le sol, voilà, qui a été, ça n'a pas été évident, donc ça n'a pas été retenu in fine. Ensuite, ça a été de voir comment on pouvait aussi identifier et mesurer le potentiel en stockage de ce site-là. Donc, un stockage énergie en base, un stockage pour les appels de puissance, des stockages pour lisser le plan de tension, des consommations aussi pilotables, comment on peut consommer, comment on peut piloter ces différentes consommations. Et donc, voilà, c'était un peu cette idée-là, parce que ça émanait au départ d'une logique vraiment d'autosuffisance, on va dire, énergétique. Et donc, ça, c'est assez intéressant de voir comment on pouvait développer aussi, mobiliser des conteneurs d'îlotage. Donc, voilà, ça faisait partie des réflexions. Et enfin, de voir du coup comment, à partir de cette réflexion, de mise en place de moyens de production aussi d'énergie renouvelable, à travers des micro-installations, on pouvait essayer d'imaginer une sorte de micro-réseau multi-énergie en solidarité du réseau Enedis, parce qu'on est dans, même si on cherche l'autosuffisance, on ne se situe pas dans une île, donc il faut qu'on reste connecté avec le réseau centralisé, qui est un héritage dont il faut pouvoir composer, mais on peut être en capacité de s'effacer. Et là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire la démonstration, donc là, plus tard, j'espère, dans le cadre d'expérimentation et de mise en place de ces différentes solutions, de développer plusieurs stratégies de pilotage. Et enfin, toute cette réflexion, finalement, sur l'énergie, en tant que paysagiste, il a fallu aussi réfléchir sur la question de la gestion de l'eau de ce jardin. Ce jardin, il a été implanté sur ce site-là parce qu'il y avait une source qui était en amont du vallon. Et donc, l'idée de voir un peu comment l'homme pouvait retenir cette eau en essayant de retarder un peu son arrivée à la mer pour la domestiquer et la répartir pour les besoins du jardin. Aujourd'hui, c'est un jardin qui utilise l'eau potable pour irriguer de façon très légère l'ensemble du jardin. Donc, comment on peut récupérer cette eau, la mettre en scène, réutiliser les anciens réservoirs d'eau, les puits, transformer la route en impluvium, et donc de voir comment on arrive à gérer tout ça, essayer de voir comment on pourrait mettre en place un château d'eau, monter cette eau par de l'eau énergie, produire de l'énergie aussi avec, et donc une articulation entre différents types d'usage de l'eau, donc l'eau naturelle libre, l'eau naturelle captée, l'eau énergie, l'eau domestiquée, l'eau d'irrigation et l'eau traitée aussi qu'on peut imaginer. Ensuite, toute cette réflexion nous amène à développer à plusieurs endroits dans le jardin des sortes de fabriques de l'énergie. Et donc, l'idée de voir comment on peut les mettre en scène dans le cadre d'un parcours et d'un sentier des énergies. Donc, d'essayer de proposer une forme de scénographie pour sensibiliser les visiteurs, ne pas venir en confrontation avec les messages et l'œuvre de Gilles Clément, mais plutôt proposer une forme de seconde lecture de ce site-là et de voir comment les deux se répondent. Et donc, pour ça, ce qui est intéressant, c'est que cette mise en relation de toute cette réflexion d'ingénierie, ça a été de voir comment on pouvait chercher un peu des sortes de points de convergence. Et donc là, le paysage est apparu comme un des moyens pour proposer une forme d'alchimie entre l'héritage, la pensée du vivant, incarnée par la pensée de Gilles, l'énergie et l'eau. Et donc, de voir comment on pouvait mettre en synergie et proposer de nouveaux usages tels que une recherche aussi scientifique pour expérimenter toute une réflexion sur la gestion de l'énergie, vraiment une dimension pédagogique et culturelle, et de voir un peu comment on rentre en résonance avec cet héritage et les valeurs qui caractérisent ce jardin, de voir comment on négocie avec les dynamiques du vivant, comment on cherche à capter et vraiment partager ces énergies, et aussi un des enjeux de mobiliser une sorte de parti pris de conception très clair, comme l'a dit Antonin tout à l'heure, pour pouvoir transmettre certains messages aux visiteurs et donc de travailler sur l'ouverture de certaines clairières d'énergie sur ce site. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que du coup, le domaine du rail, depuis 30 ans, c'est vraiment une sorte de laboratoire de la transition écologique.
Et là, on essaie aussi, que ce soit en laboratoire, de sa transition énergétique. Et pour ça, en fait, on essaie de mobiliser une forme d'équipe et de pouvoir co-concevoir de nouvelles fabriques pour capter et transformer l'énergie du jardin des Méditerranées en mêlant les sciences, l'ingénierie, le design et l'art. C'est le schéma que vous voyez dessous, qui est directement inspiré des recherches de Neri Oxman. Et là, l'enjeu, c'est de voir en fait comment, en partant de cet héritage, en le réinterrogeant à travers le vivant, l'énergie, l'eau, la sensibilisation, on essaie d'articuler science, ingénierie, design et art. Et donc, la pensée de Neri Oxman avec le cercle de la créative de Krebs, l'idée, qui est une ingénieure du MIT, l'idée, c'est vraiment de voir un peu comment le rôle de la science est d'expliquer, de prédire le monde qui nous entoure et de voir comment on convertit cette information, donc des sciences, en connaissances. Le rôle de l'ingénierie permet alors d'appliquer les connaissances scientifiques au développement de différentes solutions et de problèmes empiriques. Et donc, il convertit la connaissance en utilité et de voir comment le rôle du design permet, lui, de produire des modes de réalisation et de solutions qui optimisent la fonction et l'augmentation de l'expérience humaine et qui convertit, du coup, l'utilitaire en comportement. Et le rôle de l'art qui permet de re-questionner le comportement humain, qui permet de sensibiliser le monde qui nous entoure et qui permet, du coup, de convertir le comportement en nouvelle perception de l'information et, du coup, qui présente de nouvelles données pour interroger les sciences. Donc, c'est un peu l'enjeu de cette démarche, qui est de voir comment on consolide une équipe pluridisciplinaire et de voir comment on mêle scientifiques, ingénieurs, paysagistes, artistes, et pour essayer de composer, de proposer une forme de résolution esthétique capable d'interpeller les visiteurs à travers une expérience vécue, l'expérience que l'on vit dans le jardin, à l'échelle d'un jardin, en illustrant la nécessité de gagner en multi-usage et ou aussi en multifonctionnalité sur l'ensemble de ces espaces fonctionnels. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Merci, juste, je me permets, Joris, juste si tu peux vraiment clore, parce que c'est la fin du temps de parole. J'ai fini. Ah, ok, j'ai juste 2 slides. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de voir comment on arrive à co-construire ce projet de paysage pour mettre en synergie 3 types d'insertion. Une insertion paysagère, une insertion dans le réseau électrique et une insertion vraiment dans l'animation du site. Et pour ça, on essaie de voir comment on peut aussi développer une pédagogie de la transition à travers cette démarche Jardin Énergie, donc de proposer pour le prochain hiver une sorte d'atelier qui permet de regrouper des ingénieurs et des paysagistes pour expérimenter et enrichir cette démarche. Et donc voilà, je vous remercie de votre attention, je remercie l'ensemble des équipes qui sont mobilisées dans le cadre de ces recherches. Et donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Bravo Joris, merci beaucoup pour cette démonstration aussi incroyable, vraiment qui allie à la fois effectivement technique de l'ensemble des filières énergétiques et la gestion de l'eau sur ce lieu assez emblématique qu'est le Rayol. Peut-être que les uns et les autres ont des questions à poser, alors on va peut-être en prendre deux, voilà, et puis après on va faire une petite pause avant de passer à la dernière session de la journée. Avez-vous des questions ou des réactions? Ah, eh bien, si Sylvain Grand, tu veux... Viens t'asseoir, Sylvain. Bonjour Joris, ravi de t'avoir entendu. Quand je t'ai rencontré à Ramon, j'avais affaire encore à un paysagiste. Mais à l'issue de ton exposé, je me demande si tu t'es pas laissé transmuter, convertir en un autre type de professionnel. Et si oui, comment le caractériserais-tu? Qui es-tu au moment d'intervenir aujourd'hui? Belle question. C'est une bonne question. C'est tout à dit. Je pense qu'on reste paysagiste. Vraiment, l'idée, c'est de travailler dans une forme d'indiscipline qui caractérise le métier de paysagiste, de pouvoir d'essayer de faire sauter certaines barrières entre disciplines. Et on voit qu'au contact de tous ces ateliers pédagogiques par l'enseignement, on l'a vu avec notre expérience commune avec Antonin sur le Pont du Gard, l'idée, c'est de développer cette écologie des transitions et que le paysage soit
un des outils qui permettent d'accélérer ces transitions, mais comme l'énergie finalement. Et donc, on voit que finalement, l'expérience qui a été développée par Gilles Clément il y a plus de 30 ans permet de jardiner le vivant. Et là, on essaie tout humblement de voir comment on peut essayer de compléter cette idée de jardin planétaire, de travailler avec un site qui est fini et de voir comment, en croisant les approches et les pratiques des paysagistes et des ingénieurs, comment on peut jardiner finalement les énergies. Donc, voilà, je pense qu'on reste des jardiniers, des paysagistes, et on essaie d'avancer dans cette indisciplinarité et cette même, comme le dit Mary Oxman, cette antidisciplinarité. Merci Joris. Effectivement, ça se voit bien à travers vos deux interventions, à la fois le paysage comme une réflexion première et à la fois comme un outil d'action. Il y avait une question de Thibaut Molina. Thibaut, si tu veux la poser à voix haute, ta question. Allô. Non, si ça ne marche pas, on va la lire pour toi. Si c'est bon, Ouais, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonjour. Je me demandais, déjà, je suis très impressionné par cette présentation et merci à tous les intervenants et intervenantes. Je suis assez étonné par la complexité technique et toutes les réflexions techniques qu'il y a dans ce jardin. Et du coup, je me demande si on n'a pas un risque de saturer un peu cet espace et est-ce qu'on serait capable dans le temps de conserver toutes ces fonctions différentes techniques, tous ces savoirs techniques. Est-ce qu'on risque pas un peu de se perdre est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu plus de simplicité? Désolé. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire là, c'est vraiment ce que je vous ai présenté, c'est une réflexion tout azimut. En fait, l'idée, c'était de négliger aucune piste. C'est une recherche c'est une recherche. Donc du coup, elle est complètement exploratoire. Et après, bien sûr, là, l'idée, c'est avec l'atelier d'étudiants regroupant des paysagistes de l'école de Versailles, de Blois et de l'école des Mines. L'idée, ça va être aussi de voir comment on fait un peu le tri dans tout ça, qu'est-ce qui est réellement faisable, comment on le met en scène, quelle résolution esthétique on adopte pour pouvoir travailler quand même, trouver la mesure en fait. Voilà, si on met tout, si on noie tout, on a vu sur le plan, on va perdre le message, ça va être incohérent. Donc là, c'est vraiment le travail des paysagistes, de voir comment on met en scène et comment on scénarise aussi l'ensemble de ces réflexions-là. L'idée, c'est vraiment de donner à voir la gestion de l'énergie. Donner à voir la gestion de l'énergie, c'est aussi travailler tant sur la production, mais surtout sur l'évolution des comportements et de changement de regard pour entamer une réflexion sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Merci Joris. C'est effectivement la suite aussi de l'étude qui va être menée.